Bonjour tout le monde. Donc là, on va faire une conférence des résidents intitulée Purpura chez l'enfant. Donc c'est un motif de consultation comme assez fréquent. Euh, de ce fait, les objectifs de cette présentation, d'abord de définir un purpura et de citer les éléments biologiques permettant d'en apprécier le mécanisme, argumenter les principales hypothèses diagnostiques. Ça veut dire justifier les examens complémentaires. Les examens complémentaires doivent être demandés avec parcimonie. Évaluer la gravité des purpura, parce qu'il n'y en a pas un seul, mais des purpura avec un S. Identifier les différentes étiologies à l'origine des purpura. Alors, comme introduction, le purpura est une extravasation du sang dans le derme ou le tissu muqueux. Il peut être lié à un simple traumatisme, comme tous les enfants, quelque chose de banal, mais peut aussi être le signe d'une pathologie sévère mettant en jeu le pronostic vital. Alors pour ce qui est du mécanisme, donc il peut être en rapport avec une rupture de l'intégrité vasculaire, en rapport avec donc donnant ainsi une fragilité vasculaire, et dans ce cas-là, elle se voit dans le cas d'un purpura vasculaire, parce que c'est un problème d'intégrité vasculaire, ou bien anomalie de l'hémostase primaire, et dans ce cas-là, c'est possible que ce soit une thrombopénie ou une anomalie de la fonction plaquettaire, ce qu'on appelle thrombopathie. Et à ce moment-là, on parle de purpura plaquettaire. Et dans ce cas-là, il y a deux types. Il y a le purpura thrombopénique, quand, encore une fois, la même remarque, quand c'est quantitatif, et thrombopathique, quand c'est qualitatif. Pour le premier cas de figure quantitatif thrombopénique, il peut être d'origine centrale ou périphérique, qu'on va essayer de détailler après. Alors, comment le reconnaître? C'est pas très compliqué. Donc, les lésions élémentaires sont les pétéchies et les ecchymoses, qui peuvent d'ailleurs s'associer chez un même malade. Les pétéchies sont rouges violacées de taille variable. Elles ne disparaissent pas à la vitropression, donc c'est très important. Elles sont planes ou parfois en relief, qui sont survenues spontanées ou provoquées, par exemple chez un enfant qui vomit. Dans un effort de vomissement ou de toux intense, on peut avoir des pétéchies tout autour de la bouche, donc des pétéchies au niveau de la face. Les ecchymoses, c'est une hémorragie intradermique étendue qui est plane, qui peut être plane en fonction du mécanisme du purpura. Alors ce tableau vous montre bien la comparaison des purpura thrombopéniques et vasculaires. Donc dans le purpura thrombopénique, il y a des troubles d'hémostase, il y a le caractère maculeux, ça veut dire que ce n'est pas surélevé. Il n'y a pas de prédominance au niveau des parties déclives, ça c'est un fait important que je vais vous montrer après des images. C'est un purpura qui touche tout le corps, plus ou moins atteinte des muqueuses, plus ou moins atteinte plus ou moins des ecchymoses. Mais ce qui est important, plus ou moins atteinte des muqueuses, ça c'est très important. Par contre, le purpura d'origine vasculaire, donc il y a un caractère infiltré, ça veut dire que c'est un caractère un petit peu surélevé par rapport au plan de la peau, prédominant au niveau des parties déclives, c'est-à-dire au niveau des parties où il y a l'effet de la pesanteur, au niveau des membres inférieurs. Il n'y a jamais d'atteinte muqueuse. Si vous avez une atteinte muqueuse, vous n'êtes pas en face d'un purpura vasculaire. Et puis il y a un polymorphisme lésionnel, on peut avoir même des ecchymoses virant vers la nécrose, qu'on verra bien après. Voilà. Quelques photos montrant les différents types de purpura. Donc, en haut, vous voyez bien que c'est un purpura d'origine vasculaire. Vous voyez bien qu'il prédomine au niveau des parties déclives, c'est au niveau des parties des membres inférieurs. Vous voyez le caractère echémotique. Il y a beaucoup d'ecchymoses dans le purpura vasculaire. Dans le purpura thrombopénique, il y a beaucoup plus de pétéchies que des... Ça peut se voir aussi des ecchymoses. Il y a des ecchymoses. Il y a énormément de pétéchies. Dans le purpura vasculaire, il y a beaucoup d'ecchymoses, beaucoup plus que de pétéchies. Et dans les purpura vasculaires, on peut même avoir un caractère nécrotique. Vous voyez bien, je pense que vous arrivez à voir là, c'est noir, c'est de la nécrose. Voilà. Ici aussi, on devine qu'il y a de la nécrose. Voilà. Et ici, le deuxième, il y a une photo, une image. Là, vous voyez bien, c'est diffus. Il y a beaucoup plus de pétéchies que d'ecchymoses. Et ça, c'est vraisemblablement un purpura thrombopénique. Donc, c'est juste pour vous dire, déjà, c'est très important.
à l'étape clinique, déjà, on peut différencier un purpura d'origine vasculaire d'un purpura thrombopénique. Alors, écarter ce qui n'est pas un purpura, donc les diagnostics différentiels, il n'y a pas beaucoup de diagnostics différentiels. Donc, il faut d'abord éliminer les troubles de la coagulation, c'est-à-dire les troubles de l'hémostase secondaire, quand ils peuvent être associés chez un même malade. Hein. On peut avoir un malade qui fait une CIVD avec un TPTCK bas, avec une thrombopénie. Voilà. Et dans les troubles de la coagulation seuls, je ne parle pas de CIVD, les ecchymoses, on a des ecchymoses, on a également des collections, on a des hématomes, on a de l'hémarthrose, des hématomes sous-cutanés intramusculaires. Dans le trouble d'hémostase primaire, il n'y a jamais d'hématome, il n'y a pas d'hémarthrose. Donc ces symptômes sont liés à des troubles de la coagulation. L'exemple type, c'est l'hémophilie. Donc on a également des éruptions banales, une éruption virale ou maladie de système. Alors, apprécier la gravité, donc la gravité peut tenir compte du mécanisme, donc finalement donc de deux paramètres. Donc les purpura vasculaires, c'est pas le purpura lui-même qui nous pose un gros problème, mis à part le risque quand même de nécrose, parce qu'on voit bien cet enfant-là, vous voyez bien qu'il a un purpura beaucoup plus échémotique et même nécrotique endroit, donc cet enfant-là risque de garder, maintenant s'il survit, hein. Vous voyez bien que c'est un malade intubé, ventilé, c'est un malade qui pose quand même problème. Donc ces ecchymoses-là peuvent laisser des séquelles cutanées indélébiles. Mais grosso modo, les purpura vasculaires, leur gravité tient du risque de sepsis grave. Ainsi, si vous avez parmi les purpura vasculaires, l'urgence, c'est le purpura fulminant, c'est le purpura septique, c'est le purpura infectieux de type fulminance. Donc, si vous avez les caractères rapidement extensifs, s'il y a plus de supérieur ou égal à un élément nécrotico-échymotique diamètre supérieur à 3 mm, c'est une fièvre élevée, extrémité froide, des marbrures, des troubles hémodynamiques, de l'hypotension, tout ça, c'est un tableau dramatique, infectieux, qui risque d'emporter l'enfant. La gravité, si vous voulez, du purpura vasculaire tient compte du caractère infectieux de certains purpura vasculaires. Parce qu'après, on verra bien les sujets de purpura vasculaire. Il y a le purpura infectieux, c'est le plus fréquent, et le plus grave, il y a les purpura non infectieux. Maintenant, pour ce qui est de purpura thrombopénique, la gravité tient par contre au risque de saignement lorsque le taux de plaquettes est en deçà de 20 000, voire 10 000, voire 0 plaquettes, par exemple dans le cas de leucémie, on a 0 plaquettes, le risque de saignement est très important. Et dans les purpura thrombopéniques immunologiques, par exemple, on utilise la classification de Buchanan pour apprécier la gravité. Il y a 5 stades, donc à partir du 3e stade, on tire la sonnette d'alarme, il y a un risque hémorragique sévère. Et là, vous voyez bien qu'il y a des bulles endobuccales. Donc c'est un minimum, un stade 3 de Buchanan, si c'est un purpura thrombopénique immunologique. Là, vous avez une hémorragie au niveau du voile du palais. Et ceci, c'est un petit peu l'équivalent des bulles endobuccales. Alors, si vous avez, donc là, c'est les détails, donc s'il y a atteinte des muqueuses, atteinte viscérale, vous avez des céphalées, des signes méningés, des troubles de la conscience, tout ça, ça reflète qu'il y a peut-être une hémorragie intracrânienne. Un syndrome abdominal également, donc on peut avoir une hémorragie digestive, gynécologique, un collapsus, c'est-à-dire que finalement, dans le purpura thrombopénique, la gravité tient au saignement, certes, mais au risque d'anémie qui peut en découler, mais également au lieu de saignement, c'est-à-dire si on saigne au niveau du cerveau, c'est un gros problème. Alors, toujours dans le chapitre gravité, donc les signes reliés à l'étiologie, donc on a si vous êtes en phase de myélopathie, c'est pas bon, hein. C'est beaucoup plus grave qu'un purpura thrombopénique immunologique. Et puis certains signes reliés à une autre cause potentiellement grave, telle qu'une microangiopathie thrombotique qui peut s'accompagner par exemple d'une HTA, donc la gravité peut tenir de l'HTA. Alors la recherche étiologique, donc il faut les 3 fameuses étapes, donc un interrogatoire, un examen clinique et des examens complémentaires. Donc la première étape d'interrogatoire, donc il faut rechercher les antécédents, donc thrombopénie, thrombopathie constitutionnelle, les pathologies des immunitaires, telles que le lupus, la thyroïdite.
rechercher un terrain particulier, donc l'âge, le sexe, l'origine ethnique, la diathèse hémorragique, donc intervention chirurgicale qui ont été faites chez ce malade-là, comment il s'est comporté l'enfant, est-ce qu'il a saigné beaucoup ou pas, les bilans, est-ce qu'ils ont été pratiqués ou pas. Donc le contexte particulier, une notion d'infection virale, est-ce qu'il y a une notion de contagion infectieux, de séjour à l'étranger, de prise médicamenteuse, de statut vaccinal ou pas. L'examen physique, donc les signes cliniques, donc il faut chercher la fièvre, l'hémorragie extériorisée ou non. Donc ou non, ça veut dire que si vous avez un enfant qui a de douleur abdominale ou des céphalées, c'est peut-être un saignement intracérébral, si la douleur abdominale c'est peut-être un saignement digestif. Altération de l'état général, les douleurs osseuses, les arthralgies qui peuvent soit faire une leucémie, vers une maladie générale ou autre. Par exemple, un purpura hématoïde. Les signes orientant vers une étiologie particulière, syndrome tumoral, encore une fois, la chirurgie particulière. Alors, les examens complémentaires donc de première intention, il faut toujours demander une numération formule sanguine. Donc, quoique dans le purpura vasculaire, si vous êtes certain que par exemple c'est un purpura hématoïde, la formule, clairement, n'a pas d'intérêt parce que c'est un purpura déjà cliniquement vasculaire. Après, on peut demander également des prélèvements infectieux dans un contexte infectieux de la fièvre, si l'enfant est fébrile, le groupage, le résus, plus ou moins de bilan CIVD en fonction du contexte, si l'enfant est infecté ou autre, une courbe érythrocytaire, un bilan rénal, etc. Un test de Coombs, enfin l'équivalent du test de Coombs plaquettaire, test de Dixon. Alors, les examens de seconde intention, donc on a le myelogramme, les sérologies CMV, myelogramme, après on verra bien les détails, est-ce qu'il faut le faire ou il ne faut pas le faire. Les sérologies CMV, EBV, VIH, les bilans immunologiques, le Coombs plaquettaire, l'étude des fonctions plaquettaires, le dosage pondéral des immunoglobulines et le bilan des vascularités. Alors, les étiologies, on a le purpura, d'abord on va les classer en purpura vasculaire et purpura thrombopénique. Ça déjà c'est pour départager les problèmes. On peut décider déjà pour avoir une idée globale, donc le purpura vasculaire c'est purpura fébrile, vascularite, autre. Le purpura thrombopénique, on a le purpura thrombopénique d'origine périphérique et centrale, à côté de thrombopénique. J'ai préféré mettre les thrombopathiques dans le chapitre thrombopénique parce qu'il y a souvent association de purpura thrombopathique et thrombopénique. Alors, commencer par le purpura vasculaire. Donc, les purpuras fébriles. C'est ça la première étiologie. Donc, l'origine infectieuse est admise, c'est une urgence vitale, et la forme la plus grave, parce que quand on dit purpura fébrile, ça veut dire c'est infectieux. Après, ça peut être bactérien, ça peut être viral. Mais la forme la plus sévère de purpura fébrile, c'est purpura fulminos, d'origine méningococcinique. Le purpura, donc fulminant, c'est le premier diagnostic à évoquer. C'est une forme grave, parfois mortelle, de sepsis sévère. C'est une infection invasive à méningocoque ou à pneumocoque, le plus souvent méningocoque, d'où la nomination de méningococcinique. Le tableau, c'est des troubles hémodynamiques avec troubles de la conscience, oligurie, troubles. Donc, c'est un tableau foudroyant de défaillance multiviscérale carrément. Le caractère extensif est un signe d'appel. Il faut toujours entourer avec le stylo des purpuras pour voir ce qu'il y a une évolution dans le temps. Si c'est un purpura fulminant, il évolue rapidement dans le temps. C'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Alors, autres purpura infectieux, le plus souvent, ils sont bénins. Donc, dans le purpura fébrile et le purpura fulminant, c'est une urgence. Tout purpura en contexte fébrile est un purpura fulminant jusqu'à preuve du contraire. Après mes observations, si c'est un purpura fulminant, il va s'aggraver. Si l'enfant ne s'est pas aggravé, donc vraisemblablement, on n'est pas en face d'un purpura fulminant. C'est un purpura infectieux autre que fulminant. Et là, vous voyez bien que c'est bénin. C'est contemporain avec un épisode viral simple. Il faut écarter les rares cas de bactériémie, streptocoque du groupe B, des pneumocoques, staph. Les patients doivent être surveillés, ça c'est important. On ne peut pas retenir, on va dire c'est viral. Il faut toujours se dire c'est purpura fulminant, après on verra bien. Le bilan systématique, c'est un bilan infectieux. Donc après les purpuras infectieux, il y a les vascularites. Le purpura hématoïde est l'étiologie la plus fréquente de purpura vasculaire. Donc c'est une vascularite systémique des petits vaisseaux avec des prodigia.
Le diagnostic repose sur le purpura, c'est un purpura déclive qui touche généralement les membres inférieurs, mais il peut toucher le visage. Il entraîne également des douleurs abdominales, une atteinte articulaire et plus ou moins une atteinte rénale avec un syndrome néphrétique et un syndrome néphrotique. Autre type de vascularite à côté de purpura hématoïde, les péatrites noueuses, avec un tableau d'altération de l'état général, d'atteinte multiviscérale. On a deux pucéralités hématoïdes dissimulées, donc pour faire des critères de Lara, actuellement c'est critères de SLIC, comme ils disent. Les maladies périodiques notamment, qui se manifestent des douleurs abdominales récurrentes et une fièvre prolongée. Autre type de purpura vasculaire, on a le purpura d'origine immunoallergique. Le plus fréquent, c'est médicamenteux, notamment l'ANS et l'aspirine. Les intoxications également. Ça, c'est pour les étiologies de purpura vasculaire. Là, on va s'attaquer au purpura thrombopénique. Là, encore une fois, c'est périphérique et central. Dans l'origine périphérique, l'étude la plus fréquente, c'est le purpura thrombopénique immunologique. C'est un motif de consultation fréquent. C'est un trouble auto-humain. Il se manifeste par une thrombopénie isolée, sans atteinte des autres lignées. Quoique, on parle d'une atteinte de la lignée érythrocytaire. Et à ce moment-là, toujours d'origine immunologique, à ce moment-là, on parle de syndrome d'Evans. Et il est dû à une destruction périphérique des plaquettes par des auto-anticorps. C'est un diagnostic d'élimination, toujours éliminé, parce qu'un lupus peut bien se manifester par un purpura qui ressemble point par point avec un purpura immunologique. C'est l'évolution qui va trancher. Donc, les examens complémentaires dans le PTI, donc on a la formule qui peut montrer une thrombopénie isolée, pas d'atteinte des autres lignées, le frottis sanguin, donc une morphologie plaquettaire qui est normale, il n'y a pas de schizocyte, c'est pas un syndrome immunitaire unique, donc la forme de plaquettes est tout à fait normale. L'immunogramme, donc en cas de doute diagnostic, si vous avez par exemple une petite rate qui se balade, on ne sait pas c'est quoi cette rate-là, on ne sait pas ce qu'elle a en rapport avec la thrombopénie ou bien elle existait avant, ou parfois, s'il y a une décision de mettre ce corticoïde suicidi, nous coûtant très cher pour l'État, pour le système de santé. En effet, nous utilisons trop les immunoglobulines pour traiter des PT, or que les indications sont très claires. Il n'y a pas de supériorité des immunoglobulines par rapport versus corticoïdes. Les immunoglobulines coûtent beaucoup plus cher que les corticoïdes. Alors, la prise en charge, donc c'est l'abstention thérapeutique quand c'est un stade de Buchanan inférieur à 3. Après, les indications, c'est les corticoïdes péros. Quand la situation est dramatique, on passe à la voie IV, voie associée aux immunoglobulines, et rarement on est amené à utiliser des plaquettes. En effet, quand on utilise des plaquettes, on va au contraire entretenir le phénomène immunologique. Donc théoriquement, ils ne sont pas recommandés, voire limite, j'ai envie de dire contre-indiqués. Quand vous avez un enfant qui est vraiment en saignement, c'est un stade 5 de Buchanan, on met tout pour essayer de sauver l'enfant. Une transfusion pilo-globulaire, on peut la donner pour traiter une anémie sévère. Alors, deuxième cause de thrombopénie périphérique à côté et après le purpura thrombopénique, le purpura thrombopénique par thrombopénie par hyperconsommation. Et l'étude la plus fréquente, c'est le syndrome hémolytique et urémique. Donc, c'est une anémie hémolytique mécanique avec présence de schizocytes. Donc, c'est une thrombopénie de consommation associée à une dose rénale avec protéinurie. Et quand vous faites un frottis sanguin, encore une fois, je l'ai dit, on a des schizocytes. On peut avoir même de l'HTA et parfois des signes d'ischémie multiviscérale. On peut même avoir une atteinte hépatique, dans le CHU, on peut avoir un CHU hépatique, un CHU cérébral, etc. Le purpura thrombopénique, thrombocytopénique, c'est l'équivalent de syndrome hémolytique urémique mais sans atteinte rénale. Et le syndrome de Casabat-Méric, c'est un hémangiome géant qui consomme les plaquettes. Donc, c'est un tableau précoce. L'hémangiome peut être soit superficiel ou bien profond, notamment hépatique. La consommation, dans le cadre d'une CIVD, avec un contexte particulier d'hypothermie, d'infection, de septicémie, d'hypoxémie, etc. Voilà. Autre cause rare de thrombopénie périphérique, on a l'hypersplénisme,
dans le cadre d'une hépatopathie chronique, une cirrhose hépatique, bien une bêta-thalassémie, une maladie de surcharge, une maladie de Gaucher, l'IMMPIC, etc. Une infection virale, notamment la rubéole hémorragique, des cardiopathies congénitales, notamment cyanogènes. Alors, les moelles envahies, donc on peut avoir une leucémie, un lymphome, un neuroblastome, ni une maladie de surcharge, maladie de Gaucher. La plasie médulaire, donc c'est l'origine qui peut être d'origine génétique, notamment le franconie, comme on peut avoir une origine infectieuse, notamment par virus, et sans oublier les myélodysplasies chez les trisomiques, par exemple, c'est une anomalie constitutionnelle de la moelle qui fonctionne mal, qui peut finir par acutiser, qui peut donner des leucémies, notamment de type myéloblastique. Quand on trouve aucune étiologie, on parle d'aplasie médulaire idiopathique. Alors, en cas d'atteinte, en cas d'autres anomalies d'hémostase associées, donc on peut avoir un syndrome maladie de Willebrand. Donc, il y a souvent des antécédents familiaux, il y a des signes hémorragiques type d'épistaxis avec un saignement prolongé, avec une diminution de facteur de von Willebrand. Les thrombopathies congénitales, ça c'est des situations un peu plus rares. Voilà. Un petit peu le résumé qui va vous... un petit peu l'organigramme qui va vous résumer toutes les étiologies de purpura, ou plutôt le raisonnement. Donc devant un purpura, il faut toujours éliminer une urgence vitale, c'est ça. Il faut éliminer le purpura fulminans, c'est un peu plus clair. S'il y a un aspect toxique, de la fièvre et tout, il faut traiter, il faut mettre les antibiotiques médico-légales. Vous mettez vos antibiotiques, après c'est facile. Donc il faut mettre les antibiotiques. Après, deuxième danger qu'il faut écarter également, c'est le risque d'hémorragie. Que ce soit lié à la localisation de l'hémorragie ou bien les conséquences de cette hémorragie, de ce saignement-là, c'est l'anémie aiguë. Après avoir éliminé l'urgence, là on peut raisonner, on va se dire voilà, donc il faut chercher la cause, donc c'est soit un purpura infectieux, donc à ce moment-là il faut chercher un contexte viral, un purpura thrombopénique ou autre anomalie d'hémostase primaire, les purpura mécaniques, une purpura vasculaire. Après, en fonction de la situation, on a certaines urgences qui peuvent se présenter, par exemple purpura fulminans, c'est une urgence, purpura thrombopénique en fonction de la gravité du saignement. Purpura mécanique, généralement, il n'y a pas beaucoup de problèmes, mis à part la notion de maltraitance. Les purpura vasculaires, généralement, c'est un problème d'exploration plutôt qu'un problème d'urgence. Voilà. Ici aussi, c'est un petit résumé qui va situer un petit peu de pathologies dans leur contexte. Donc, les non thrombopéniques et les thrombopéniques. Les non thrombopéniques, on a le purpura vasculaire. Et là, vous avez purpura rhumatoïde, purpura infectieux, Kawasaki, endocardite ossellaire, etc. Les thrombopathies acquises constitutionnelles, Glanzmann, Bernard Soulier, ou acquises liées à une insuffisance rénale chronique. C'est bien connu que les personnes qui présentent une insuffisance rénale chronique présentent un fonctionnement normal des plaquettes. On a également les purpura thrombopéniques, on a les purpura thrombopéniques de type périphérique et type centraux, comme on vient de citer. Voilà. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'évaluation d'un enfant présentant un purpura permettra d'orienter la prise en charge. Donc le diagnostic repose essentiellement sur l'interrogatoire et l'examen clinique. Les examens complémentaires simples et accessibles compléteront la démarche après. Donc il faut en priorité éliminer tous les purpura fulminans. Hors contexte infectieux, les purpura rhumatoïdes et les purpura thrombopéniques et immunologiques sont à évoquer chez l'enfant. Et je vous remercie.